Dans quelques instants, l'entreprise Diehl Defense dévoilera sa toute dernière innovation à l'ILA de Berlin et je suis en direct sur place. Il y a quelques jours, j'ai reçu un email de Diehl me demandant si je voulais venir à l'ILA avant l'ouverture officielle et assister au dévoilement d'un nouveau système. Bien sûr, j'ai dû accepter car ce que des marques comme Audi, BMW, Mercedes, Rolex, Prada ou toutes les autres représentent pour beaucoup de gens, Diehl le représente pour moi. Car à mon avis, ils construisent de loin le meilleur système de défense aérienne du pays, du continent et peut-être même du monde. Mais bien sûr, je me suis demandé « et qu'est-ce qu'ils veulent exactement révéler ?» Alors, j'ai repensé un peu à tout ça car j'étais déjà au Salon aéronautique de Paris en 2025 et j'ai visité le stand de Diehl là-bas. Lors d'une conversation avec un ancien pilote de la Bundeswehr et un ancien officier de l'armée de terre, ils ont annoncé les nouveaux systèmes d'armes du type Iris-T SLX. J'ai donc supposé que c'était cela. Il se peut très bien qu'un an plus tard, ce système ait été entièrement développé et soit présenté, mais en réalité ce n'était pas le cas. Maintenant, il existe plusieurs variantes. SLS, SLM, SLX, quelle est exactement la différence? Juste pour résumer rapidement. Donc Iris-T SLS, c'est la version à courte portée de la défense aérienne basée au sol. Avec une portée de 12 km à l'horizontale et 20 à la verticale, elle est optimale pour engager des cibles ennemies à courte distance. Bien sûr, il faut aussi une extension de portée, c'est pourquoi la SLM, avec 40 km à l'horizontale et 20 à la verticale, constitue la véritable variante standard. Et ensuite, pour pouvoir atteindre des cibles encore plus éloignées, il y a la SLX. Le X signifie Extended Range, c'est-à-dire portée étendue. Ici, nous sommes à 80 km à l'horizontale et 25 à la verticale. Parallèlement à cela, la IDEV était également en développement. C'est un missile supersonique capable de détruire des cibles jusqu'à 100 km de distance verticale. Metern zerstören können soll. Comme j'ai déjà longuement parlé de la variante SLX et qu'un an plus tard, comme je l'ai dit, il a été annoncé qu'il y aurait une nouveauté, je me suis dit « cool, c'est le moment ». Mais quand je suis arrivé, j'ai déjà vu les maquettes des 3 missiles anti-aériens alignés ici les unes derrière les autres, et à côté un véhicule recouvert. Donc si on voulait présenter la SLX, logiquement, on ne placerait pas une maquette de la SLX à côté de la véritable vedette. Ce fait s'est confirmé quelques secondes plus tard, lors du dévoilement. Car ce que nous voyons ici en arrière-plan et qui vient d'être dévoilé, c'est le nouveau système de défense anti-aérienne Iris-T SLS MK-MK4. Ici, on observe une unité mobile de défense anti-aérienne courte portée, comme l'indique clairement l'inscription SLS. Elle possède son propre radar qui peut être déployé ici et détecter des cibles. On peut également redresser le lanceur, ce qui permet d'engager des cibles à l'arrêt. Qu'est-ce qui est intéressant? Tout paraît simple, mais c'est surtout le radar intégré qui retient l'attention. Beaucoup de blogueurs, notamment sur la guerre en Ukraine, le critiquent fortement. Car si l'on regarde les systèmes de défense aérienne, comme par exemple le S-300 russe, cela se présente ainsi. Il faut une ou plusieurs batteries de vente de défense aérienne. Celles-ci sont réparties dans la zone d'opération. Pour que celles-ci sachent où se trouvent réellement les cibles ennemies, il faut également un radar de surveillance. Celui-ci est une remorque séparée ou bien un système indépendant, non intégré au lanceur, détecte de nombreux objets volants, mais difficilement des cibles à basse altitude comme un missile de croisière. Un radar supplémentaire est nécessaire pour détecter les cibles à basse altitude, mais comment un missile détermine-t-elle la trajectoire d'approche? Pour cela, il faut aussi le radar de conduite de tir, qui suit la cible et transmet de nouvelles coordonnées si elle change de direction. Maintenant, la question se pose naturellement. Qui peut réellement engager une cible et comment les données du radar arrivent-elles jusqu'au lanceur? Pour cela, il faut un autre module, le poste de conduite de tir. Ici, on contrôle et surveille les stations radar, on effectue la reconnaissance ami-ennemi, l'identification et le suivi des cibles, l'attribution des priorités et la transmission justement au radar de conduite de tir. De même, c'est d'ici que l'on coordonne les différents lanceurs, que ce soit en mode autonome ou en mode connecté. Qu'est-ce qui est donc clairement visible? Beaucoup de personnel et de matériel pour une solution assez décentralisée, car aucun des lanceurs ne peut fonctionner seul sans un radar supplémentaire. Mais au final, ils sont un peu moins chers que s'ils en possédaient un. Mais cela signifie aussi, à l'inverse, que si les Ukrainiens, par exemple, ne détruisent que le radar, ils économisent beaucoup de munitions et les lanceurs ne peuvent plus être utilisés. Du moins jusqu'à ce qu'un nouveau radar, extrêmement coûteux, soit acquis.
dans le cas de ce nouveau véhicule. Alors on n'a même plus besoin de tout cela car le véhicule lui-même fonctionne de manière très autonome par rapport aux autres systèmes. Il possède un radar intégré, une cabine pour l'équipage dans laquelle nous jetterons un coup d'œil plus tard, et bien sûr il comprend aussi des missiles de défense aérienne de type SLS dont il a besoin pour effectuer les tirs. Mais ce n'est pas le seul avantage, car en réalité il y a ici un autre point qui distingue ce système de tous les autres, et qui représente aussi un défi tout particulier. Défi qu'il est également capable de relever ici. Imaginez que vous ayez un convoi militaire qui doit se déplacer d'une ville à une autre. Les leçons de la guerre en Ukraine montrent que de petits drones parcourent 80 km et que des drones de moyenne portée atteignent 150 km permettant d'attaquer des cibles majeures sur les routes logistiques russes. Cela se voit toute l'année sur la route d'approvisionnement sud, où 300 véhicules sont perdus par jour, car les Russes n'ont pas réussi à protéger la route des drones. Comment peut-on protéger au mieux une longue route contre les drones ? On installe partout des systèmes de défense anti-aérienne, des radars, des postes de conduite de tir et tout ce qui est possible pour protéger certains véhicules. En plus, il faut aussi une défense contre les petits drones qui voudraient attaquer les lanceurs. Donc si un radar tombe en panne, toute la défense ne sert plus à rien et les véhicules redeviennent des cibles faciles. Ce ne serait pas le cas avec le nouveau Iris RST SLS Mk4. Le système intègre en effet les composants les plus importants en lui-même et, tenez-vous bien, il peut aussi tirer et engager des cibles tout en roulant. Cela signifie qu'en théorie, on peut intégrer le véhicule dans un convoi et celui-ci sera protégé en permanence par le système. C'est un grand avantage, surtout en termes de flexibilité, d'économie de coûts et d'utilité. Mais maintenant, certains vont probablement se dire « Attendez, ce système tire des missiles et les missiles sont généralement beaucoup plus chers que les drones. » Est-ce que c'est vraiment rentable ? Oui, ça l'est, et cela pour plusieurs raisons. Pour Iris RST, il y a un bon moyen mnémotechnique. Si le missile a détecté la cible sera détruite. C'est aussi la raison pour laquelle j'en suis un fan inconditionnel. Un bon système de défense aérienne est généralement celui qui peut combattre efficacement 80% des cibles. Avec RST, 99,9% des cibles sont neutralisées avec succès, et cela inclut déjà les erreurs de manipulation de l'équipage. Les cibles très importantes et prioritaires sont généralement toujours interceptées. La plupart du temps, les dégâts causés aux drones dépassent la valeur du missile de défense anti-aérienne. La deuxième raison est encore bien meilleure, c'est qu'il y a ici un lanceur Cicada qui est également à bord. C'est un système anti-drone, dans lequel un drone vole dans un essaim de drone, ou à proximité d'un drone, puis il détonne grâce à une ogive à fragmentation. On peut aussi l'équiper d'un filet pour capturer un drone important sans le détruire. Cela constitue une grande partie de la défense anti-drone du système, donc ce n'est pas si mal qu'on ait aussi pensé à ce composant ici. Je dirais qu'on va jeter un œil à l'intérieur du véhicule. Je suis assis à la place idéale, juste derrière la cabine du conducteur, dans un terminal simulé. C'est à peu près à ça que ça ressemble dans l'original. Ici, ce n'est qu'une simulation pour les invités et la presse, afin qu'on puisse mieux se représenter l'ensemble. En termes de fonctionnalité et d'apparence, c'est essentiellement identique, seule l'esthétique change légèrement. Nous voyons une carte de situation, différents drones, une liste de contacts ainsi que la distance et la vitesse de ces objets volants, l'état du système, une vue de la caméra extérieure et bien plus encore. Il y a 2 postes de commande qui sont tous les deux identiques et affichent la même chose. Tout était contrôlé avec une manette. Cela permet de choisir la cible, naviguer dans le panneau de commande et l'engager à la fin. Pourquoi une manette ? Eh bien, il s'est avéré qu'il n'y a généralement pas beaucoup de place dans un véhicule, et si le soldat porte beaucoup d'équipement, cela devient généralement assez inconfortable. Et si l'on doit tenir une manette dans la main, qu'on peut s'installer plus ou moins confortablement, alors dans de nombreuses situations, surtout pendant la conduite, il est beaucoup plus simple et plus pratique de gérer cela qu'avec un élément de commande comme par exemple un tableau de commande encombrant. Bien sûr, il y a aussi le clavier classique comme alternative. Personnellement, je trouve que c'est un système plutôt cool, qu'on peut utiliser aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Il remplit de nombreuses fonctions et tâches et, selon moi, permet aussi d'économiser beaucoup de ressources nécessaires avec d'autres systèmes. C'était le dévoilement à l'ILA de Berlin, où j'ai eu la chance d'assister. Mais ce n'était pas tout, j'ai vu bien d'autres choses. Je suis aussi passé chez d'autres entreprises et j'ai pu voir ce qu'elles développent en ce moment, ce qui était aussi assez intéressant. Bien sûr, il y aura aussi des vidéos à ce sujet que vous pourrez voir ici sur ma chaîne, et pour cela je remercie tous les abonnés, je ne sais pas, les membres de la chaîne et le groupe Algor.
Merci à lieutenant-colonel Rennecke, Ziller, Dietrich, Freddy et Mayroff. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine vidéo.